Alors bienvenue, et je suis très heureuse d'ouvrir à nouveau un atelier dans le cadre du partenariat entre la PAG et la Société des agrégés, que vous pourrez d'ailleurs retrouver samedi sur le stand numéro 50. Et nous recevons Monsieur Cadenne qui vient nous parler de la globalisation et du développement urbain en Inde. Alors vous êtes professeur de géographie du développement à l'Université Paris Diderot. Vous êtes directeur du département de géographie dans cette université. Vous avez conduit des recherches depuis plus de 30 ans en Inde et vous vous intéressez également à d'autres pays asiatiques. Et vous avez publié notamment l'Atlas de l'Inde aux éditions Autrement et l'Inde, une géographie chez Armand Collin. Je vous laisse la parole pour 45 minutes, car l'horloge règne en maître, comme d'habitude, dans les débats et colloques. Et nous vous attendons, nous écoutons avec plaisir. Je vous remercie. Donc, je vais commencer par remercier la PHG et la Société des agrégés de m'avoir invité à cette conférence. C'est en fait la troisième fois que je pars dans l'année à la demande de la PHG. Et c'est toujours un plaisir parce que c'est toujours un moyen de rencontrer des enseignants de divers horizons, ainsi d'ailleurs que des étudiants bien souvent. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler de globalisation et intégration des villes indiennes. Il s'agit d'un thème important, puisque nous allons le voir, les villes jouent un rôle de plus en plus important dans l'encadrement et la structuration du territoire indien, c'est partout dans le monde ainsi, mais en Inde, comme la globalisation est un phénomène plutôt récent, cela joue un rôle important. Alors cette conférence, vous allez le voir, c'est le résultat de recherches que j'ai conduites au cours des 10 dernières années, en vérité plus, puisque je travaille en Inde depuis 35 ans à peu près. Mais disons que l'Association des géographes indiens, il y a 3-4 ans, m'a demandé de présenter mes recherches. Et donc j'ai pensé présenter les recherches urbaines, qui sont, comme je viens de le dire, importantes. Et en fait, c'est un peu comme cela que j'ai élaboré cette sorte de synthèse. Et lorsque la PSG m'a demandé de présenter cette troisième conférence, finalement, j'ai pensé que c'était intéressant de reprendre cela. Alors évidemment, je l'ai un peu présenté différemment, mais de reprendre cela car je crois que ça peut être utile pour les étudiants ou les enseignants qui préparent l'agrégation ou le CAPES. Hein. Voilà, donc il s'agit véritablement de résultats de recherche, mais vous allez le voir, qui présente avant tout, de façon assez didactique, j'espère, l'organisation territoriale de l'Inde et la dynamique géographique de ce pays. Alors, largement, une partie de ce travail repose sur des cartes que j'ai réalisées dans les années 2005-2007 pour l'Atlas de l'Inde. Alors, cet atlas, aujourd'hui, je crois, est épuisé. Je vais, dans peu de temps, réactualiser, peut-être pas l'atlas, mais une partie des cartes, de manière à les publier de façon, disons, nouvelle. C'est un gros travail, parce que cartographier l'Inde, c'est difficile, d'une part parce que c'est un vaste pays, 6 fois la France, 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui à peu près, mais aussi parce que les données ne sont pas si facilement accessibles et c'est assez difficile de travailler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai attendu jusqu'à ce jour pour réactualiser ce travail, puisque les données de recensement, par exemple de 2011, on a un recensement tous les 10 ans, ne sont disponibles que depuis quelques mois. Il faut du temps. Et il y a un grand nombre de données économiques qui ne sont pas facilement accessibles, donc il faut vraiment planifier ce travail de réactualisation, ça n'est pas simple. Alors, une partie de la réflexion a été poursuivie dans ce livre que vous connaissez peut-être, que j'ai réalisé avec ma collègue Brigitte Dumortier pour justement le concours, et où j'essaye à ce moment-là de présenter le cadre général, en tout cas pour ce qui me concerne, mais aussi, c'était le but du travail, le cadre général de la dynamique territoriale du pays aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, j'ai axé la conférence aujourd'hui sur différents enjeux de recherche, qui sont des enjeux géographiques, et qui donc concernent aussi bien la recherche aujourd'hui, à mon sens, que l'enseignement, puisqu'il s'agit quand même d'être
toujours proche des dynamiques du temps présent, hein, les plus actuelles. Alors la première question que je vais traiter, c'est celle de la question des villes globales. C'est un enjeu important, et j'évoquerai d'abord Mumbai, hein, le nouveau nom de Bombay, Mumbai et Delhi, qui sont à mon sens les deux villes mises en avant dans la globalisation. Je parlerai aussi évidemment de Calcutta, Chennai, Bangalore, Hyderabad et Ahmedabad. Ces 5 villes que je présente ensuite comme ce que j'appelle le niveau 2, hein, de la hiérarchie urbaine. Donc ensuite, le deuxième enjeu, ça concerne les liens entre ces grandes villes avec les régions dans lesquelles elles se situent. Il s'agit là d'un vrai débat important de la recherche aujourd'hui. Est-ce que ces villes mondiales dont on parle, ces très grandes villes, plus de 10 millions d'habitants, parfois 20, hein, 20 comme Delhi ou Bombay, est-ce que ces villes sont coupées de leur région ou est-ce qu'elles sont mondialisées et importantes parce que justement elles sont des sortes de capitales de la mondialisation à l'échelle de leur région? Donc ça c'est une question importante, hein, qui à mon avis fait débat aujourd'hui dans la géographie et qui donc doit être traitée lorsqu'on parle de l'Inde. Ma réponse sera, je peux la donner immédiatement. Je pense qu'il n'y a pas de grande ville, il n'y a pas de ville mondiale si elles ne sont pas profondément intégrées dans leur région, hein, et si elles ne dynamisent pas leur région. Et ensuite, le troisième enjeu, ce sont les conséquences de la globalisation sur les métropoles secondaires. C'est un enjeu important dont on parle peu, hein. Donc là, la mondialisation intègre les territoires, et intègre les territoires très largement au travers de villes qui ne sont pas toujours des très très grandes villes, qui sont ce que j'appelle les métropoles secondaires en Inde, c'est-à-dire en fait un niveau 3. Hein. Et je parlerai de villes de 1,5 million à 8 millions d'habitants, qui sont 14 à 15, une vingtaine en fait sur le territoire. Hein. Et puis ensuite j'évoquerai quelques pistes, hein, pour à la fois des recherches possibles, mais aussi pour bien comprendre la manière dont le territoire indien fonctionne aujourd'hui, et je pense que ça peut être utile, très utile même dans un devoir de CAPES ou d'agrégation. Voilà, donc d'abord je voudrais quand même commencer par définir la globalisation. Je pense que dans un exposé de ce type, c'est indispensable de vraiment présenter de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'intégration de villes ou d'intégration de territoires dans la dynamique de globalisation. Et je commencerai simplement d'abord par présenter ce débat. À mon sens, c'est un débat important, parce que c'est un débat qui a des conséquences sur la manière de voir le territoire, de voir l'évolution du territoire, de voir le monde. C'est le débat sur les termes mondialisation, globalisation. Je passerai les diverses définitions que l'on donne habituellement. Vous savez, souvent globalisation est un terme que l'on va laisser aux économistes. Hein. Mondialisation, ce sera plutôt le terme que les géographes utiliseront. Pour ma part, je pense que le vrai débat concerne la périodicité du phénomène. Hein. Donc vous avez un excellent travail d'un collègue de Paris Diderot, hein, Christian Grattalou, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un géographe important, qui a présenté une géohistoire de la mondialisation, c'est-à-dire en fait un processus très très long, hein, qui va aboutir aujourd'hui au monde que l'on connaît, un monde profondément intégré. Vous avez par ailleurs la thèse de Marc Abélès, un anthropologue de l'École des hautes études, qui a publié en 2008 Anthropologie de la globalisation, où lui défend un point de vue différent, c'est-à-dire que pour lui la globalisation est un phénomène contemporain, un phénomène du temps présent, hein, c'est-à-dire ce phénomène qui voit l'extension des réseaux, qui voit la circulation des hommes, des biens, des idées à l'échelle du monde au cours des 30-40 dernières années. Personnellement, c'est sur ce positionnement-là que je bâtirai mon exposé. Et donc, si vous voulez, je garde généralement mondialisation pour ce long processus que décrit remarquablement Christian Grattalou, mais, si vous voulez, pour ce qui me concerne, je vais parler aujourd'hui de ce que j'appelle la globalisation,
c'est-à-dire les 30 ou 40 dernières années qui, à mon avis, ont changé considérablement le monde. Le débat reste entier à savoir s'il s'agit d'une vraie rupture ou s'il s'agit de la poursuite de l'industrialisation, hein, sous une forme nouvelle. Mais peu importe, c'est important de voir qu'il y a, à mon sens, un virage qu'a pris le monde dans les années 80-90, et que c'est de ce virage-là, ou des conséquences de ce virage, de la poursuite, hein, de cette avancée, que nous allons parler aujourd'hui, à propos de l'Inde. Alors, j'ai cité, je ne peux pas m'empêcher de citer le livre La mondialisation d'Olivier Dollfus, lui aussi, hein, professeur à Paris Diderot, hein, aujourd'hui malheureusement décédé, qui, dès 1997, hein, avait écrit un livre qui contenait, à mon sens, l'essentiel de ce qui peut être dit de la globalisation aujourd'hui. Alors, j'irai rapidement, mais donc si on considère que ce processus commence dans les années 80, il faut dire qu'il est composé d'une segmentation des systèmes productifs et commerciaux à l'échelle du monde, développement des nouvelles technologies de l'information, de communication, transport, c'est souvent cela qui est mis en avant, mais en vérité, avant cela, il y a la segmentation du système productif qui est autorisée évidemment par les nouvelles technologies, mais qui aussi porte, enfin, comment dire, qui porte les nouvelles technologies, hein. Et puis aussi une économie basée sur des activités de haute valeur technologique, hein, cette fameuse économie de la connaissance, qui donc s'accompagne de cette segmentation qu'on peut appeler parfois la nouvelle économie, hein, pour montrer qu'il s'agit d'un phénomène nouveau qui n'existait pas justement il y a 30 ou 40 ans, qui a commencé avec, disons, la mise en avant, enfin la montée des multinationales, hein, ce qu'on appelait les multinationales, dans les années 70, et puis les dragons asiatiques, hein, qui ont commencé à montrer que les pays en développement, hein, on parle de l'Inde, pays en développement bien sûr, hein, les pays en développement pouvaient aussi connaître des croissances fortes, hein, et pouvaient voir apparaître une croissance, hein, enfin comment dire, des couches moyennes, hein, qui étaient portées par cette croissance et qui portaient cette croissance. Alors, c'est de cela que nous avons parlé, hein, de deux processus en œuvre en Inde, bien sûr, hein, l'accélération et la densification de l'accumulation des hommes, des biens, des activités, des investissements, des informations, en certains lieux et en certaines régions. Alors, en certains lieux et en certaines régions du monde, mais évidemment à l'échelle de l'Inde, ce sera en certains lieux et en certaines régions du pays. Accélération de la circulation. Alors, je vois qu'il y a un problème sur le PowerPoint, c'est l'accumulation, on parle d'accumulation, puis après de circulation. Circulation des hommes, des biens, des activités, hein, des investissements, des informations. Donc voilà comment, si vous voulez, ces deux processus vont modifier le monde et donc vont avoir un impact très fort sur l'organisation des territoires et évidemment sur l'organisation des territoires indiens. Alors en Inde, quelle forme? Alors avant de parler de la forme qui sera l'essentiel de ce travail que je vais vous présenter sur les villes, hein, puisque c'est cette modification de la place des villes, hein, qui va transformer le territoire indien, qui va donner une nouvelle forme au territoire indien. Dans un premier temps, il faut voir quelles sont les étapes, hein, de ce processus. Et ces étapes en Inde, dans un pays où l'État est extrêmement puissant, hein, on est en Asie, dans la plupart des États asiatiques, l'État est très légitime, très puissant, hein, intervient. Hein. On est loin du libéralisme tel qu'on le prône en Occident. Hein. On va développer une forme de capitalisme, mais sans que l'État soit absent du processus. Hein. Au contraire, c'est l'État qui va organiser parfois justement la libéralisation de l'économie, mais il sera toujours là. Et en Inde, l'État justement va piloter le processus. Donc on commence en 84 avec l'élection de Rajiv Gandhi, hein, qui arrive au pouvoir après l'assassinat de sa mère, hein, par des militants indépendantistes sikhs, hein, et qui est lié à cette sorte
de lutte indépendantiste au Pendjab, hein, qui va mener à quelques combats et à l'assassinat de la mère de Rajiv Gandhi. Donc Rajiv est un Premier ministre qui est en rupture avec le passé. Alors il est l'héritier, hein, de la famille Nehru, hein, dans ce titre-là. Il poursuit, hein, cette marche, hein, du Parti du Congrès dans une Inde laïque, hein, et démocratique. Il est élu d'ailleurs démocratiquement, hein, mais si vous voulez, il arrive sans avoir eu de passé politique. C'est un pilote de ligne, hein, de la compagnie nationale, hein, qui arrive comme cela en quelques années au pouvoir et qui, en très peu de temps, et qui va immédiatement moderniser, hein, le système économique, et qui va être le premier à baisser les barrières douanières, hein, à l'aide de quelques experts, hein, de quelques hauts fonctionnaires. Il va commencer à baisser les barrières douanières. À partir de 85-86, on va voir dans les frigidaires des Indiens de classe moyenne, on va voir du Coca-Cola, du Pepsi-Cola. Au début, ce ne sera pas du Coca, ce sera d'abord du Pepsi, après du Coca. Et puis, on va voir des produits occidentaux, des voitures qui seront fabriquées en Inde, hein, mais qui seront fabriquées sous licence étrangère, hein. Donc, on a vraiment un changement dans l'orientation économique du pays, ce pays qui jusqu'alors conduisait une politique drastique, hein, de substitution aux importations, et donc avait des taux douaniers extrêmement élevés. Il était très difficile d'importer en Inde. Alors évidemment, cela avait des conséquences un peu graves sur la modernisation de l'économie, parce que si l'Inde n'était pas pénétrée par des produits occidentaux, elle manquait de machines modernes, hein, et donc il était nécessaire à un moment d'ouvrir la porte. Alors on ouvre, et en 91 arrivent les conséquences de l'ouverture, une crise financière extrêmement importante, hein, une crise de la balance du commerce extérieur, et on voit arriver, toujours du côté du Parti du Congrès, hein, un nouveau Premier ministre, Narasimha Rao, mais surtout un ministre de l'économie, Manmohan Singh, qui va ensuite jouer un très grand rôle, hein, qui est un expert, un économiste du Fonds monétaire international, qui va négocier un prêt auprès de ce fonds, hein, il va quitter le fonds, il va négocier un prêt auprès de ce fonds. On voit, si vous voulez, la capacité qu'a l'Inde, hein, j'en parlerai vers la fin, hein, même au niveau diplomatique, hein, à conduire des politiques et à les maîtriser, hein. On va prendre quelqu'un du Fonds monétaire international pour devenir ministre des Finances et négocier avec le Fonds monétaire international, hein. Et donc il va, lui, en même temps qu'il accepte le prêt, qu'il négocie le prêt, il va mettre en place une politique prudente, hein, d'ouverture, qui sera une politique de réforme libérale, et qui va changer le pays. En 1999, un événement très important se produit, c'est la victoire du BJP, le Bharatiya Janata Party, c'est-à-dire le parti nationaliste, hein, hindou, qui va arriver au pouvoir. On va le considérer en Occident, à juste raison, hein, comme un parti d'extrême droite, hein. Mais, si vous voulez, à la surprise de certains observateurs, pas de tous, hein, mais de certains observateurs, le BJP va poursuivre cette politique d'ouverture, hein. Et donc, finalement, on s'aperçoit à ce moment-là, 99, hein, qu'il y a un consensus sur la globalisation. À partir de ce moment-là, l'Inde, qui a toujours été un pays stable, hein, va présenter aussi, si vous voulez, une sorte de stabilité dans sa politique économique d'ouverture. Et donc cela est important par rapport au marché financier, par rapport aux investisseurs étrangers, hein. On s'aperçoit que les tenants au sein du pouvoir, au sein aussi des milieux d'affaires, hein, les tenants de la globalisation, les tenants de l'ouverture, ont gagné, hein. Alors en 2004, Manmohan Singh revient au pouvoir. Là, c'est lui qui est Premier ministre, hein, et il va assumer cette politique, hein, mais en essayant, et ça réussira puisqu'il va rester 10 ans au pouvoir, hein, il va être un ministre capable de se faire réélire, hein,
2 mandats. Hein, et il va donc arriver à cela en recherchant en permanence un consensus social. Hein. Il faut savoir que dans les dernières années, hein, le parti du Congrès au pouvoir, hein, qui est le parti historique qui avait conquis l'indépendance, est un parti qui a essayé de mettre en place une sorte de... une politique sociale qui va mettre en place des minimums de revenus dans certaines régions. Enfin bon, on va arriver à avoir une politique sociale tout en maintenant un libéralisme modéré qui progressivement va permettre aux investissements étrangers de arriver dans des secteurs de plus en plus importants, dans une part de plus en plus large de l'économie indienne. Voilà. 2014, victoire du BJP, hein, et on s'aperçoit que c'est Narendra Modi qui est Premier ministre, quelqu'un qui est considéré comme un dur. Hein, un dur d'un côté, mais aussi la personne qui avait été Chief Minister du Gujarat auparavant, un État extrêmement dynamique. Hein. Et donc on s'aperçoit que cette personne est à la fois soutenue par une partie du patronat, qui en partie pense que le gros problème de l'Inde à ce moment-là, aujourd'hui, c'est la lutte contre la corruption. Il y a des mouvements anticorruption extrêmement importants. Les étudiants sont dans la rue. Hein. Et donc, en fait, on va s'apercevoir que ce nouveau gouvernement BJP, hein, marqué à droite, à l'extrême droite, hein, va finalement poursuivre cette ouverture, hein, tout en étant soutenu par le patronat. À mon avis, hein, c'est que ce sont des gens qui parlent très haut aujourd'hui, hein, mais qui en vérité sont quand même très largement pilotés par les milieux d'affaires, hein, et dont répondent finalement aux besoins de l'économie indienne, qui est une volonté d'ouverture. Et alors la particularité, hein, c'est de mettre en avant une politique qui ne marche pas très très bien, qui est la nouvelle politique d'industrie exportatrice. C'est-à-dire on va essayer de continuer ce modèle indien de développement où les services informatiques, hein, où, disons, on va privilégier une industrie nationale pour un marché national, hein, parce que c'est ça que l'on va voir. La globalisation en Inde, c'est aussi la construction d'un marché pan-indien, hein, d'une économie pan-indienne. Hein. Produire à Delhi ou dans la région de Delhi et vendre à Madras, c'est difficile. Hein. C'est probablement aussi difficile et aussi mondialisé comme processus que de produire à Paris et vendre aux États-Unis, si vous voulez. On passe des frontières, on est dans un État qui n'est pas un État simple. Il faut savoir qu'encore beaucoup de villes vivent de l'octroi en Inde, hein, et qu'à chaque État, à la frontière de chaque État, vous avez des barrières, hein, et on va vous faire payer, hein, avec d'ailleurs toute la corruption que parfois vous pouvez imaginer dans ce type de processus. Voilà, donc si vous voulez, on n'est jamais en Inde dans un système économique très simple, hein, et donc de ce fait, la globalisation est un processus autant interne qu'externe, et ce qui est particulier à la nouvelle politique de Modi, c'est qu'il va essayer de développer une industrie exportatrice. Ça n'est pas encore acquis, mais ça peut transformer le paysage économique indien, ça peut aussi transformer le paysage urbain. Voilà. Donc c'est à partir de là, hein, que je vais expliquer que l'Inde va avoir un rattrapage rapide de son retard dans les infrastructures de transport au cours de ces 10 dernières années, en particulier les 5 dernières années. Le gros problème, hein, vous le verrez dans tous les ouvrages que vous lirez, c'est le goulot d'étranglement des transports. Hein. Ça continue à être un problème réel, mais néanmoins, l'Inde s'est vraiment attaquée à cela, hein, et on est dans un processus d'amélioration considérable de l'offre de transport, de la rapidité, de la fluidité de la circulation des marchandises. Hein. Les ports, très largement avec des capitaux privés, hein, améliorent leur situation. Hein. Les files d'attente dans certains ports sont désormais à peu près raisonnables, hein, alors que parfois les bateaux attendaient 4, 5 jours, 6 jours, hein, avant de pouvoir décharger. Hein. Donc on a des autoroutes, hein, qui valent ce qu'elles valent. Hein. Parfois les Occidentaux, quand voyagent, sont un peu affolés de voir des véhicules traverser
l'autoroute ou même parfois rouler en contresens, hein, certes, mais néanmoins, il y a des autoroutes. Hein. On n'est plus dans une situation qui précédait, hein, où on voyait parfois des camions mettre 15 heures, 16 heures pour faire 150 km sur une route dite nationale, hein, entre Bombay et Delhi. Cela est fini, hein, et on parle même de TGV, hein, puisque l'État indien est en train de signer des contrats pour essayer d'arriver à construire des trains qui ne seront pas des trains à haute vitesse comme on a en Occident, mais qui rouleront à 220, 240, 250 à l'heure, ce qui est énormément plus, hein, que les trains d'aujourd'hui. Alors, le réseau de télécommunications existe depuis 1984. Auparavant, on ne pouvait pas téléphoner d'une ville à l'autre, c'était très compliqué. Aujourd'hui, cela fonctionne très bien. Là, par contre, c'est une victoire. Hein. La téléphonie mobile s'est étendue partout, grâce aux fortes densités. En géographie, il faut toujours rappeler l'importance des fortes densités. On a en Inde, par ailleurs, un ensemble de travailleurs qualifiés. Hein. Alors, il n'y en a pas assez. L'éducation primaire, secondaire est loin d'être un succès. Hein. Mais néanmoins, vous avez de bons collèges, vous avez de bons lycées et vous avez de bonnes universités. En nombre suffisant pour créer une élite. Et c'est cette élite qui, effectivement, lorsqu'elle reste en Inde, mais même lorsqu'elle est à l'extérieur de l'Inde, participe du développement économique. Et cela nous a conduit à parler justement de l'importance de la diaspora. Hein, parce que cette diaspora indienne, qui est une diaspora extrêmement éduquée, hein, joue un rôle très important aujourd'hui, avec d'ailleurs un ministère, hein, des Indiens vivant à l'étranger, qui s'occupe justement, comme l'avaient fait auparavant les Chinois, de mobiliser les Indiens vivant à l'étranger. Et on le sait, hein, le hindi, par exemple, est une langue importante dans la Silicon Valley, puisqu'on raconte que le hindi serait la première langue parlée, après l'anglais bien sûr, et en même temps que l'anglais, dans les entreprises de haute technologie de la côte ouest, hein, des États-Unis. Voilà. Donc ça compte beaucoup. Et donc on voit l'Inde se spécialiser dans les activités de service. On parle du bureau du monde. Hein. Les capitaux étrangers, par ailleurs, sont de plus en plus importants. Et on voit des entreprises étrangères qui vont se battre pour s'installer parce qu'elles s'installent pour produire sur le marché national. Hein. On n'est pas dans le cas de Taïwan, hein, où on va s'installer pour produire pour le marché asiatique ou le marché international. Non, là, on va produire avant tout pour le marché national. Et justement, ce que Modi voudrait modifier, c'est que ces entreprises-là puissent aussi produire pour le marché international et donc rapporter davantage de devises à l'Inde. Voilà. Et puis alors, c'est là où les villes vont jouer beaucoup. Hein. Elles jouent beaucoup dans tous ces processus, hein, que j'ai présentés. C'est pour ça que je pensais qu'il était important, hein, de commencer par cela. Mais donc, de larges couches moyennes, compétentes, consommatrices. Il y a un débat, 50 millions, 300 millions, parfois on cite plus. Ce n'est pas du tout des chiffres donnés au hasard. Personne ne pourra véritablement vous dire, vous assurer, hein, d'un chiffre, puisque de toute façon cela dépend de la définition, hein, d'abord, et puis ensuite cela dépend des points de vue que l'on peut avoir sur la dynamique de l'Inde. Mais 50 millions, c'est un chiffre qui est donné par une banque suisse, hein, et qui visiblement s'intéresse à la vente d'immobilier ou autre. 300 millions, on voit cela auprès des experts de la Deutsche Bank, hein, qui considèrent que 300 millions, moi personnellement, je considère que les couches moyennes indiennes représentent au moins un tiers de la population, même si évidemment il ne s'agit pas de gens qui tous sont aussi riches que nous le sommes, hein. Mais ce sont tous des gens capables de consommer des biens industrialisés en Inde, hein, le plus souvent, qui sont capables de manipuler des technologies de communication qui vivent dans le monde, si vous voulez. Voilà. Et donc, ces couches moyennes sont intéressantes pour nous, parce que d'abord, évidemment, elles sont dans les grandes villes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont aussi dans les petites villes, parfois même dans les villages, et elles participent très largement à un phénomène qui, pour moi, est très important, c'est celui de l'intégration des villages, des campagnes aux villes, hein,
qui est quand même un phénomène important qui permet de dynamiser des régions entières. Hein. On va le voir rapidement maintenant. Voilà. Alors, bon, construction de fortes interrelations entre les lieux et les régions. Hein. Alors, construction de marché national, je l'ai déjà dit, hein, mais sachant que l'Inde reste encore en partie à l'écart de la compétition mondiale. Alors, ça a des défauts. Hein. L'Inde n'est pas un investisseur aux États-Unis comme le sera la Chine. Hein. On n'a pas beaucoup de devises étrangères à dépenser à l'extérieur. L'avantage, c'est que s'il y a une crise mondiale, ben, l'Inde résiste très bien puisqu'elle est très peu touchée par ces dynamiques globales, hein, tout en y étant pleinement intégrée et en en profitant. Un développement qui est quand même un développement assez important. Alors, des réformes politiques, adaptation des lois. Hein. On a des réformes juridiques extrêmement importantes avec des tribunaux qui sont faibles, parfois corrompus à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale, hein, on a des tribunaux de très haut niveau hein, qui généralement tiennent hein, une sorte de législation hein, dans le pays qui va permettre la stabilité. Voilà. Alors, bon, la déconstruction, comme je l'ai dit, de cette politique économique mise en place par Jawaharlal Nehru. Hein, et ensuite, je finirai là-dessus pour la présentation de la globalisation en Inde. Hein, changement d'alliance géopolitique, hein, c'est lié. Hein, la chute du mur, hein, la chute de l'Union soviétique, va permettre à l'Inde de réintégrer la dynamique globale à côté des États-Unis, hein, à côté des États-Unis qui vont lui attribuer d'ailleurs, à mon sens, hein, ça c'est un débat aussi hein, au niveau de la géopolitique, mais je crois que c'est assez clair, un rôle croissant dans l'océan Indien, hein, avec évidemment l'Inde qui va acheter hein, énormément de matériel militaire à l'étranger, mais alors autant aux Russes qu'aux pays occidentaux, hein, ce qui montre le dernier point que je veux montrer, développer, c'est la présence de bonnes relations diplomatiques avec les pays clés pour le développement de l'Inde. L'Inde est capable de discuter avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Israël, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, hein, et se présente même comme un médiateur possible en cas de crise. Nous sommes un gros pays, nous sommes stables, nous sommes amis avec tout le monde, et en Asie, nous pouvons être utiles. Voilà. Et l'Inde arrive même à parler hein, avec la Chine, hein, qui, par ailleurs, est à la fois en compétition et aussi dans une sorte de complémentarité hein, avec l'Inde, puisqu'on voit la marine indienne et chinoise s'associer pour pacifier l'océan. On voit aussi énormément de technologies hein, qui vont passer de l'Inde à la Chine, ou de produits qui vont passer de la Chine à l'Inde. Si vous êtes sur un marché dans une petite ville ou sur un marché dans une grande ville, hein, vous avez beaucoup de produits indiens. Voilà. Alors, c'est là que j'arrive à mon premier enjeu, la place des grandes villes indiennes parmi les villes globales. Alors j'irai vite, hein, puisqu'on n'a pas trop de temps. C'est un enjeu important puisque vous avez les travaux de Sakya Sassen qui montrent que les grandes villes sont rares. Peter Taylor ensuite hein, a présenté le fait qu'on avait quand même une hiérarchie. Et alors moi, ce que je vais voir, hein, c'est que les villes de Bombay et de Delhi, hein, qui sont classées dans les classements parmi quand même les 16e, 33e dans le classement de Peter Taylor, ces villes-là vont compter. Hein, et derrière ces villes-là, comme je le disais auparavant, alors ce sont des villes de 20 millions d'habitants et qui sont vraiment le relais de l'Inde par rapport au monde. Et ce que l'on va voir derrière cela, c'est que Chennai, qui est le nouveau nom de Madras, hein, Bangalore, Calcutta, hein, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, qui sont les villes que la colonisation avait mises en avant, hein, sont toujours des villes importantes et seront des villes dans lesquelles la globalisation va jouer un grand rôle et qui, elles, vont diffuser hein, les investissements étrangers, vont diffuser les nouveaux modèles hein, et vont être des lieux de développement très importants, des pôles hein, dans le pays.
Alors, bon, je vous passe cela, on n'a pas trop le temps, c'était la liste sur laquelle c'est passé. Et là, je ne vais pas m'arrêter, puisque j'ai encore 20 minutes à peu près, hein, je ne vais pas m'arrêter sur ces index, mais ces index montrent toujours que Bombay, Delhi, parfois Bangalore, hein, sont considérés parmi les villes mondiales. Il faut bien comprendre que Bangalore, qui est présenté comme la ville de haute technologie, dans certains secteurs de haute technologie, est dépassé par Hyderabad, par exemple, et pratiquement toujours dépassé par Bombay. Bombay qui reste vraiment le pôle, à la fois pour la banque et pour les hautes technologies. Voilà, bon, certains, les Japonais sont un peu plus stricts. Ce travail montre que seul Bombay apparaît. Hein. Évidemment, si on prend le... Là, on voit justement une carte, enfin un modèle spatial créé par Olivier Dollfus. Hein. On voit que, évidemment, l'Inde apparaît, mais qu'elle apparaît un peu comme étant secondaire, hein, un peu à la périphérie de ce qu'on appelle l'archipel mégapolitain mondial. Évidemment, c'est une carte qui date quand même de près de 20 ans. Aujourd'hui, l'Inde serait plus proche. Hein. Voilà, pour la finance, je l'ai dit, c'est Bombay. Hein. Voilà, mais alors, quelle réalité? Eh bien, la réalité est quand même pas aussi importante qu'on le dit, parce que si on regarde ce qu'on appelle le produit urbain brut, hein, c'est difficile à calculer, mais enfin, on peut arriver à calculer comme ça le poids économique des villes, on voit que, évidemment, les villes indiennes, ces grandes villes indiennes, en particulier Bombay et Delhi, elles n'ont pas un poids économique très important. Et pourquoi elles sont importantes? D'abord parce qu'elles représentent un marché énorme, 20 millions d'habitants pour l'une et pour l'autre, hein, mais aussi, si vous voulez, elles sont l'ouverture à un pays dans lequel le marché est immense, aujourd'hui pour certains produits et demain pour des produits nouveaux. Hein, et donc un marché qui est en pleine croissance. Et donc, si vous voulez, autant le poids économique de ces villes mondialisées, hein, de pays comme l'Inde, hein, ce n'est pas énorme à l'échelle mondiale, autant néanmoins, hein, l'importance de ces villes pour pénétrer les marchés indiens l'importance est fondamentale. Hein. Alors, donc voilà, c'est ce que je disais, ce sont des hubs pour la globalisation. Hein. Et donc, on voit Delhi et Bombay là, sur ces cartes que vous aurez, hein, et que vous pouvez retrouver dans l'Atlas, et qui montrent comment Bombay est une ville qui contrôle une économie à l'échelle vraiment nationale. La première place des investissements étrangers, première place pour les hautes technologies. Delhi contrôle moins de territoire, hein, mais néanmoins Delhi est très présente avec un phénomène massif aujourd'hui à Delhi, c'est le rôle de l'industrie dans les villes périphériques, les villes satellites qui ont été intégrées dans la dynamique métropolitaine. Voilà. Alors, les autres villes ont une importance moindre, je passerai rapidement, mais néanmoins compte. Alors, Calcutta a un rôle un peu particulier, pour moi c'est une ville de niveau 2, mais néanmoins c'est une ville de niveau 2 avec un passé important, hein, et un présent aussi important, puisqu'elle garde de son passé colonial. Hein. Elle garde quand même, Calcutta, ce rôle important à l'échelle de l'Inde. On le voit entière, on le voit sur ce schéma. Les autres sont des capitales régionales. Hein. Ces cartes que je vais réactualiser prochainement, j'ai enfin les données. Hein. Ces données, ce sont des données qui portent sur 60 000 entreprises, hein. C'est lourd à manier, et montrent clairement qu'elles sont chères aussi à acheter parce que c'est le secteur privé qui vous les donne. Donc il faut des crédits de recherche. Et donc, si vous voulez, on montre une régionalisation de l'économie. Alors, second enjeu, hein, je serai plus rapide. Second enjeu, c'est l'enjeu de l'ancrage de ces grandes villes dans le territoire. Alors, cet ancrage se fait par le biais de corridors de développement. Alors, c'est un terme qui est un terme développé par la World Bank, qui est un terme qui laisse penser l'importance des infrastructures de transport. C'est autant une réalité sur le terrain qu'une politique de développement, d'aménagement, hein, mise en avant par les organismes internationaux. Il se trouve qu'en Inde, vous avez plusieurs régions, hein, qui sont effectivement organisées, hein, par la mise en réseau des villes et des
territoires qui s'y trouvent, hein, et que, de mon point de vue, la région la plus importante, hein, c'est ce corridor de Delhi-Bombay, un corridor dans lequel moi j'ai beaucoup travaillé, puisque une partie de mes terrains, je les ai fait effectivement entre Delhi et Bombay, ou même à Delhi, et on voit très bien comment sur les 20 ans, presque on pourrait dire sur les 25 ans, s'est construit progressivement, hein, un ensemble de zones industrielles, un ensemble de lieux touristiques, hein, un ensemble de places dans lesquelles on va exploiter des carrières de marbre, par exemple, et on va donc voir cette région se dynamiser. Delhi-Bombay, ça n'est pas rien, hein. C'est les deux plus grandes villes du pays. Ces deux régions, le Maharashtra, le Gujarat, trois régions avec le Punjab extrêmement actives, et au cœur, enfin au centre, entre ces deux villes, c'est le Rajasthan et le Madhya Pradesh, qui étaient des États considérés comme marginaux, hein, et qui aujourd'hui connaissent des taux de croissance très importants et des gouvernements très pro-business, très actifs dans le développement. Voilà, donc une dynamique importante. Et alors cette dynamique, on la voit, hein, sur cette carte qui montre que la croissance des villes se passe là, hein, dans cet endroit où se trouve ce corridor. Hein. Et voilà le corridor, et ce corridor, il a maintenant une réalité, puisque depuis à peu près 10 ans, hein, c'est un vrai projet, un projet gouvernemental, qui vise à construire des infrastructures. On a déjà rénové la totalité des aéroports, on a construit l'autoroute, on est en train de planifier un train rapide. Hein. Il y a déjà les trains qui ont été, les trains de marchandises, hein, les réseaux de marchandises qui ont été restructurés. Hein. Il y a des zones industrielles que l'on va voir ici. Hein. Et cela, hein, voilà les zones de développement planifiées, et cela se fait avec de l'investissement public, mais aussi très largement avec de l'investissement apporté par le gouvernement et les entreprises japonaises. Il y a un accord entre le Japon et l'Inde pour développer cette région, et cet accord marche très bien parce que les Japonais ont déjà participé à la rénovation de beaucoup d'infrastructures, les aéroports en particulier. Et donc on voit que cette dynamique, qui est une dynamique spontanée, hein, entre Delhi et Bombay, va se traduire par la mise en avant d'une grande région. Alors c'est important, hein, pour vous, hein, qui préparez la GREG ou le CAPES, parce que je pense que si on parle des inégalités territoriales en Inde, si on parle de structuration, il faut bien avoir en tête qu'il y a des inégalités qui s'affirment. Hein. Ce n'est pas que les régions pauvres deviennent plus pauvres, hein, mais c'est qu'il y a des régions riches qui émergent. Hein. Et tout l'enjeu, justement, consiste à essayer de faire en sorte de poursuivre cette dynamique régionale en valorisant ces régions qui ont des potentiels énormes, sans néanmoins oublier les populations qui se trouvent marginalisées dans d'autres États comme l'Orissa par exemple, ou certains États, enfin en gros le centre et la montagne si vous voulez. Hein. Et donc vous avez entre Delhi et Bombay, entre Bangalore et Madras, vous avez des développements très forts, et vous avez aussi désormais dans la plaine énergétique des dynamiques importantes. Hein. Donc on est dans une période de croissance. Voilà. Alors, à nouveau, hein, une carte. Et là, voilà les villes qui sont concernées. Hein. Vous voyez qu'il y a un chapelet de villes. Hein. Et il ne faut jamais oublier le Punjab, hein, le nord de la zone, hein, Chandigarh, Ludhiana, Amritsar, qui sont importantes. Hein. Et puis, voilà, alors c'est une carte qui mérite d'être explicitée, peut-être qu'il n'est pas fini, que je vais publier dans un article dans du prochain bulletin de la BAGF, hein, qui montre justement la mise en place de ce corridor. Je maintiens le terme corridor, mais c'est véritablement une mégalopole en développement, pour reprendre un terme qu'avait mis en avant dans certaines pages Olivier Dollfus dans son petit livre sur la mondialisation. Hein. On a des phénomènes de ce type qui se développent dans les pays en développement, et en Inde, là, on a une région qui monte en puissance, hein, entre Delhi et Bombay, en intégrant des villes importantes comme Ahmedabad ou Jaipur. Voilà, troisième enjeu, hein, je finirai là-dessus. Troisième enjeu, ce sont les métropoles secondaires. Alors, les métropoles secondaires, ce sont des villes, je l'ai dit, hein, qui font 2 millions d'habitants jusqu'à 8 millions, hein, dont le poids
économique n'est pas aussi important que leur population. Hein. On a vu le poids relatif de ces grandes villes de 20 millions ou 15 millions d'habitants. Vous imaginez que lorsque vous avez 2 millions d'habitants en Inde, on n'est pas dans une ville extrêmement puissante à l'échelle mondiale. Mais pour l'Inde, cela va compter, cela va d'autant plus compter que dans ces villes, hein, que vous voyez placées sur la carte, va se produire des dynamiques qui seront liées vraiment aux investissements étrangers, à la capacité des villes de dynamiser leur périphérie, grâce justement à la construction d'une économie à l'échelle de l'Inde et d'une ouverture à l'extérieur. On va voir des infrastructures de transport se mettre en place, un urbanisme plus moderne, etc. Et donc pour moi, ces villes forment, je vois une faute d'orthographe, forment le niveau 3 de la dynamique. Alors, les caractéristiques, c'est lien direct avec les entreprises étrangères, dans certains secteurs spécifiques. Là, on n'est pas dans la globalité. Spécialisation économique, un projet de ville, une stratégie, et puis une population supérieure à 1,5 million d'habitants. Voilà, hein, donc des aéroports, des centres commerciaux, je l'ai dit, des hôpitaux qui vont... et puis alors, l'importance néanmoins pour leur développement, de la présence de ces villes dans les réseaux nationaux, leur articulation avec des grands ports. Les grands ports se développent ici. Ils ne sont pas sur cette carte, il aurait fallu placer une autre carte avec les ports, mais les ports modernes se situent au Gujarat, hein, et donc non seulement, et donc au sud de cette grande région que je décrivais, hein, et donc on a à la fois le Pendjab, mais aussi le Gujarat, qui va desservir ces nouveaux ports modernes, hein, qui sont la force de l'Inde d'aujourd'hui, sachant que sur la face est de l'océan Indien, on a des projets qui visent à construire un lien avec l'Asie du Sud-Est et avec la Chine, à travers la Birmanie. Mais là, évidemment, on est dans les projets futurs. Ce n'est pas encore l'Inde d'aujourd'hui. Mais on a aussi l'espoir que l'Est va se développer grâce à la présence de l'Asie. Et donc, on a déjà un port, Visakhapatnam, par exemple, qui est un port qui s'est développé dans les 20 dernières années avec des capitaux et des entreprises japonaises. Voilà, et donc je finirai là, avec l'importance et l'inscription de la globalisation sur les territoires urbains en Inde. Il faut voir que les villes sont transformées par la globalisation, que nous avons des acteurs, des groupes d'acteurs qui sont porteurs de cette dynamique, dont l'Inde, de ce point de vue-là, est très très transformée. Et on le voit dans la mise en place d'une gouvernance, par exemple. Il est très étonnant aujourd'hui de voir que cet État puissant, qui n'avait pas l'habitude de se soucier parfois de ce que pouvaient penser les populations par rapport à ces politiques, cet État va se soucier à l'échelle des États de la Fédération, donc des gouvernements régionaux, va se soucier de la présence d'entrepreneurs et de leur point de vue. Et j'ai eu la surprise un jour, il y a 2 ans, de téléphoner à une personne dont j'avais eu les coordonnées sur Internet, qui travaillait pour le gouvernement du Rajasthan, et j'ai eu au bout du fil un entrepreneur qui m'a dit: moi je ne suis pas fonctionnaire, je suis entrepreneur, et justement, si vous avez eu mon numéro sur le site du ministère du Travail, parce que je suis, enfin du ministère de l'Industrie, pardon, parce que je travaille en relation dans un groupe de travail avec ça, c'est vraiment des choses tout à fait nouvelles, si vous voulez. Et donc on a vraiment un changement d'attitude du gouvernement, un changement d'attitude qui par ailleurs est diversifié d'une région à l'autre. Donc ça, c'est l'aboutissement, si vous voulez, de ce que je voulais dire. Je vous ai dit inégalité, mais aussi diversification des politiques à l'échelle du pays. Et alors, cela fonctionne aussi au niveau du gouvernement central. Au niveau du gouvernement central, là où parfois vous aviez des fonctionnaires très marqués par cette politique étatique lourde de l'État indien, aujourd'hui vous pouvez rencontrer dans des ministères des jeunes Indiens sortis des universités américaines qui apportent
un ton tout à fait nouveau, qui vont vous dire on ne reste pas dans mon bureau, on prend une chaise et on va aller dans le jardin. Vous voyez, bon, c'est des attitudes qui étaient très très différentes de celles des hauts fonctionnaires, qui étaient vraiment très, comment dire, très statufiées, hein, de l'Inde de Nehru. Hein. Voilà. Et donc alors, je finirai par parler des réseaux virtuels. Hein. C'est important, parce que je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de villes de niveau 1, de villes de niveau 2, de villes de niveau 3, on parle, vous avez vu, d'une trentaine d'agglomérations, peut-être 40, hein, parce que à mesure que l'on parle, la dynamique se poursuit et donc les villes sont de plus en plus intégrées dans le processus. Mais néanmoins, aujourd'hui, on voit dans des villes de moins d'un million d'habitants, 400 000, 500 000 habitants, on voit des processus d'intégration qui alors ne se marquent pas dans le territoire, mais se marquent dans le jeu des acteurs et s'observent par les réseaux sociaux. Et donc on a une jeunesse qui est de plus en plus intégrée, si vous voulez, parce qu'elle est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et c'est important pour le futur parce qu'on a quand même l'impression d'une Inde qui s'intègre à une vitesse plus rapide, même, si vous voulez, que la politique gouvernementale. Voilà. Alors, le dernier point, ce serait les villes, les petites villes, hein, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont également un objet de recherche absolument remarquable, parce qu'elles aussi, hein, sont désormais dans cette dynamique, en particulier lorsqu'elles se situent dans cette grande région en développement. Et donc, au niveau des petites villes, si on a des différenciations très fortes dans les grandes, dans les petites villes, c'est encore pire, hein, parce qu'on a vraiment des petites villes très dynamiques, et d'autres qui, au contraire, restent dans un état, disons, qui est un peu de marginalité par rapport au processus que je décris. Voilà, hein. Donc je suis... j'ai pas trop dépassé mon temps, et je suis là pour encore, je pense, pendant 10 minutes pour vos questions. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé qui, je pense, sera vraiment très précieux dans la préparation des candidats au concours. Je vais passer la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? Oui. J'aurais aimé savoir ce qu'on pensait des projets autour du bidonville de Dharavi et dans le lien justement avec la mondialisation. Est-ce que ces projets d'aménagement ont un lien avec l'intégration? Oui, tout à fait. Absolument. Parce que le bidonville de Dharavi était, lorsqu'il s'est développé, disons, on va dire après la guerre, en fait, la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après l'indépendance de l'Inde, dans les années 50-60, si vous voulez, était au nord, hein, de la ville, dans des quartiers qui étaient encore des quartiers ouvriers, enfin en tout cas proches des zones industrielles. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que Dharavi, c'est le centre, hein, de la grande agglomération de Bombay, qui s'étend au-delà de Bombay, sur Tann et encore sur d'autres territoire, avec ce nouveau Bombay, hein, qui est de l'autre côté de la baie. Donc de fait, évidemment, Dharavi reste un immense bidonville, hein, que l'on traverse d'ailleurs en train lorsqu'on va du nord au sud de la ville, mais c'est un lieu très convoité par le marché immobilier, hein, vous pouvez l'imaginer. Et alors, d'une part, il est très convoité par le marché immobilier, donc il commence à être grignoté, hein, par les promoteurs. Hein. Donc c'est un lieu où on peut faire beaucoup d'argent lorsqu'on arrive à dégager de la place pour construire de beaux immeubles. Hein. Mais aussi, à l'intérieur de Dharavi, ce qu'il faut voir, c'est qu'on connaît une globalisation, dans le sens où vous avez des entreprises qui s'installent, ce sont des entreprises artisanales, hein, mais il faut savoir par exemple que Dharavi, entre autres activités, est un haut lieu pour le travail du cuir en Inde, hein, dans le cas de véritables districts industriels, hein, de réseaux de petites entreprises. Hein. Donc si vous voulez, c'est un lieu à la fois d'une très grande pauvreté, mais ça n'est pas non plus un lieu qui soit marginalisé, on ne peut pas le considérer comme un espace marginalisé au sein de Bombay, au sein de l'économie de Bombay. Il faut déjà avoir un certain revenu, niveau de revenu
pour pouvoir tenir dans ce bidonville, hein, les gens les plus pauvres se trouvent dans la rue, hein, ou dans la très grande périphérie. Autre question. Oui. Est-ce que les castes ont toujours un rôle en Inde? Oui, oui, oui. Alors là, c'est une question, si vous voulez, à la fois classique et compliquée. Hein. Bien sûr que les castes ont un rôle essentiel. Alors, il faut bien voir, hein, que le système de caste a énormément évolué, dans le sens où toute l'organisation de la vie quotidienne dans les villages, qui était liée à l'appartenance de caste et au positionnement des castes par rapport au travail, par exemple, sont largement effacées. Hein. Mais ce qui reste encore, hein, très fort, c'est le fait que les castes, enfin, premièrement, les castes vous donnent encore en Inde votre identité. Vous êtes né dans une caste et cela vous donne votre identité sociale. Hein. Et la caste reste aussi un lieu de solidarité, hein, un espace de solidarité, un espace social de solidarité. C'est très important. Hein. Et troisième point, c'est aussi un groupe endogame. C'est que la majorité des Indiens se marient encore dans leur caste. Hein. Généralement avec des mariages arrangés, parfois avec des mariages qui sont, disons, organisés par les jeunes eux-mêmes, si vous voulez, qui vont d'eux-mêmes accepter un principe qui est au fondement de la société. Alors ça, c'est un point. Le second point, c'est que la caste aussi peut être un lieu très dynamique, hein, puisque c'est un lieu de solidarité. Hein. Et donc, il est très difficile de penser que ça va bloquer ou freiner la société indienne. Ça a des avantages et des inconvénients dans une société moderne. Hein. Ensuite, bon, mais il y a la place de l'individu dans cela. Les individus, ça dépend des familles, ça dépend des positions dans lesquelles ils se trouvent. Hein. Et vous pouvez être dans une famille indienne et donc dans une caste et vous trouvez très démunis, hein, et très soumis à des contrôles sociaux, hein, et à des limitations sociales liées à cela. Mais vous pouvez aussi être très épanoui dans votre caste en fonction non seulement de votre naissance dans la caste, mais de votre naissance dans la famille. Alors ce qu'il faut voir néanmoins, hein, c'est que s'il y a des évolutions, hein, très fortes au niveau économique, si on voit des castes d'artisans par exemple s'installer dans l'industrie, des castes de paysans s'établir vraiment, du moins voir certains individus de ces castes s'établir au soleil, hein, on voit quand même que les intouchables en particulier, hein, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme hors caste, qui étaient les plus démunis, les plus marginalisés dans la société, ces groupes-là ont beaucoup de mal, hein, à intégrer le système et souvent restent à la marge, occupant les emplois les plus précaires, etc. Hein. Mais néanmoins, bon, les choses évoluent et ne sont pas, si vous voulez, aussi caricaturales que parfois on les présente. Et il y a aussi de plus en plus de jeunes, hein, qui, en particulier dans les villes, hein, ne tiennent pas trop compte de la caste, hein, et imposent des mariages ou imposent des comportements qui n'ont pas grand-chose à voir avec la tradition. Et quand vous voyez le fonctionnement d'entreprises modernes, certes, bien souvent, les gens qui ont fait de belles études proviennent de castes hautes, si vous voulez, mais néanmoins, ces gens-là même ne font pas beaucoup de cas de cela dans leurs relations quotidiennes. Lorsque vous travaillez chez, je sais pas moi, chez Infosys, hein, une grosse boîte informatique, on ne vous demande pas quelle est votre caste tout le matin. Hein. Au contraire, on a plutôt tendance à montrer qu'on s'est libéré de cela. Même si pour se marier, quand même, les parents vont souvent décider. Hein. Pour compléter cette question,
est-ce que vous diriez qu'il y a une différence en ce qui concerne les réseaux virtuels sur le plan social et sur le plan économique? Est-ce que par les réseaux virtuels, justement, on arrive à avoir des rapports peut-être plus faciles entre les différents niveaux de la société, ou est-ce que finalement on reste sur Internet comme responsable du fonctionnement de la croissance économique? Donc Internet joue un rôle très important. Je suis, comment dire, à la fois je me sens bien placé pour en parler parce que j'ai vécu des années en Inde et j'y suis encore très souvent, et si vous voulez j'ai une famille d'adoption dans laquelle je vais chaque année, si vous voulez, donc j'ai une sorte d'intimité forte avec la société qui me permet d'y répondre. Par contre, si vous voulez, je n'ai pas véritablement travaillé sur les comportements liés à la présence d'Internet ou des réseaux sociaux. Ce que je peux en dire néanmoins, c'est que les réseaux sociaux ont deux rôles. Le premier, c'est qu'ils vont intégrer les jeunes, parce que ce sont souvent des jeunes et les jeunes sont nombreux, ils vont les intégrer dans la dynamique économique. Ça, c'est indéniable. On va être en Inde un peu comme on est en Occident, c'est-à-dire que c'est sur Internet qu'on va peut-être trouver des demandes d'emploi, c'est sur Internet qu'on va y répondre, c'est Internet qui va fonder tout un lien qui participe de la dynamique économique. Par contre, ce qui est important, c'est de voir que l'Internet, tel qu'il fonctionne pour les individus, va donner des sortes d'ouverture en fait pour les gens qui vont comme ça avoir des amitiés lointaines parfois, ou qui vont, par exemple, je donne un exemple, l'exemple de la poésie, vous voyez. Bon, la poésie c'est important en Inde, comme dans beaucoup de pays du monde. On a un peu oublié la poésie en Europe, mais c'est important, et donc on va écrire de la poésie, on va lire de la poésie, on va surtout en écouter, il y a des concours de poésie, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'auparavant, cette poésie qui était développée dans une sorte de société un peu savante à l'échelle des quartiers, des villes, aujourd'hui, elle va se développer sur Internet, sur Facebook, vous voyez. Vous allez avoir des amis qui vont vous suivre sur Facebook et qui vont apprécier vos poésies. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors, je répète, je n'ai pas étudié cela, mais ça mériterait des études. J'imagine que certaines personnes doivent les conduire, mais pas beaucoup. Il n'y a pas encore beaucoup de travaux. Mais vous voyez, alors on va voir comme ça des réseaux à l'échelle de l'Inde entière qui vont se développer autour d'intérêts comme la photographie, comme la poésie, et qui alors là ne feront peu cas des castes, de l'appartenance religieuse, des prises de position politiques, avec parfois d'ailleurs des débats politiques qui se conduisent sur Internet avec des gens très, très différents de soi. Ça, c'est quand même un phénomène très important. On est beaucoup sur Internet quand on est un jeune des couches moyennes indiennes. Et peut-être d'autant plus que justement on n'a pas les ouvertures, ou même le monde, on n'a pas accès à un monde culturel forcément très, très riche dans une ville moyenne en Inde. Il n'y a qu'à Delhi ou à Bombay, ou à Calcutta bien sûr, qui est le centre de la culture indienne, qu'on a accès dans une semaine à un grand nombre d'événements culturels. Dans une ville moyenne indienne, ou même une ville un peu plus grande, ce n'est pas vraiment très riche du point de vue culturel. Et alors là, on voit que l'accès grâce à Internet au monde, mais aussi au monde indien, est important. Il faut savoir que le cinéma, par exemple, occidental, n'était absolument pas connu il y a encore 30 à 40 ans, mais absolument pas connu. Nous, on connaissait Satyajit, par exemple, mais il n'était pas connu des Indiens en règle générale, si vous voulez. Ça faisait partie d'un cinéma culturel qui n'était pas véritablement populaire, mais que dans les petites villes de l'Inde dans les années 80, les Beatles, on ne connaissait pas. Je ne parle même pas des groupes de l'époque, vous voyez. Donc on était vraiment dans une rupture qui a été ouverte par d'abord la télévision, 84, les réseaux de télévision qui en même temps que le téléphone se mettent en place à l'échelle
à l'échelle nationale. Et ensuite, on va avoir Internet qui va quand même apporter une ouverture énorme. Puis le téléphone portable, hein, qui va permettre de communiquer à des prix très bas, puisque ce qu'il faut savoir, hein, c'est que les Indiens contrôlant les réseaux de télécommunications vont arriver à avoir un modèle économique des télécommunications qui fait qu'il est peu cher de communiquer en Inde, parfois moins cher que de communiquer en Europe. Bon, en Europe, ça a beaucoup évolué, mais en tout cas, si vous voulez, les Indiens avaient de l'avance parfois, hein, sur ces questions-là.